Merci beaucoup de m'accueillir. N'ayant jamais enseigné dans le secondaire, je suis totalement incompétent en matière de pédagogie. Donc, ce que je vous raconte, c'est ce qui, à mon avis, peut peut-être vous intéresser, éclairer certains aspects. C'est un peu, si vous voulez, ce que j'ai dérivé de mon expérience d'enseignement au Collège de France, donc d'un enseignement généraliste qui essaye de se faire comprendre du grand nombre. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc, ce sont des pistes. C'est un peu désordonné. J'aime beaucoup quitter les sentiers battus. Donc, encore une fois, je crois que c'est plutôt pour vous une récréation qu'autre chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un PowerPoint qui sera à votre disposition. J'ai mis dans le PowerPoint un certain nombre de choses dont je n'aurai probablement pas le temps de parler. En conséquence de quoi, si certains d'entre vous s'y intéressent, vous aurez un peu de matière pour explorer s'il y a des choses qui vous intéressent, avec quelques références et tout. Voilà. Bon, maintenant, dans le cœur du sujet, voilà donc les segments du programme sur lesquels j'ai un peu réfléchi. Et je commence par 3 préliminaires qui commencent déjà par me mettre en dehors du champ. Bon. Alors, le premier des préliminaires, c'est tout simplement que moi, j'aime bien regarder l'histoire. C'est toujours pour moi très important de percevoir les trajectoires historiques. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais ce que j'ai fait là, qui peut paraître bizarre, c'est ça. Ça, c'est bizarre, mais c'est l'introduction d'un très bon bouquin que je vous recommande, mais que voilà, c'est pas l'introduction, c'est la préface que j'ai copiée, et vous pouvez l'agrandir, et du coup, vous pourrez la lire. Et en quelques pages, vous aurez la vision que je peux avoir de l'intrusion de la biologie moléculaire dans l'immunologie, comment ça a chahuté complètement le domaine, ce qui s'est produit. Si ça vous amuse, vous n'avez qu'à agrandir ça. Alors, mon deuxième préliminaire, c'est autre chose, c'est de vous parler des systèmes complexes. Alors ça, c'est mon dada. Alors évidemment, l'immunologie, le système immunitaire est un système complexe. Je dois dire que dans notre groupe de travail, je m'étais un peu bagarré pour qu'on introduise plus de complexité dans les concepts. Il paraît que c'est passé en partie dans l'enseignement scientifique, j'en sais rien du tout. En tout cas, je vous donne en quelques minutes ma vision des systèmes complexes. Donc là, vous avez le réseau d'électricité européen. Là maintenant, vous avez un petit réseau social. Bon, donc voilà. C'est un petit bout d'Internet, de Facebook ou je ne sais pas quoi. Et là, vous avez, c'est une figure qui est très très connue, c'est le réseau d'interaction de 600 protéines de la levure de bière. La levure de bière nous est chère à tous, mais par ailleurs, c'est un modèle biologique important. Et là-dedans, vous avez à peu près 10% des protéines de la levure, parce qu'il peut y en avoir 6000, donc 600 en interaction. Et vous voyez que ça forme un réseau. Et j'aime bien faire référence à ce réseau, parce que pour moi, c'est une représentation d'une réalité, et deuxièmement, moi, je n'y pige rien. Voilà. Et donc, mon problème, c'est comment on fait avec ce genre de truc, parce que c'est la réalité de beaucoup de chercheurs aujourd'hui. Alors, ayant dit cela, je vous rappelle, que vous savez aussi bien, et peut-être mieux que moi, la complexité du vivant, avec des nombres qui sont absolument incroyables, et des combinatoires qui donnent des chiffres absolument immenses et donc époustouflants, et ça a des conséquences sur lesquelles je reviendrai. Mais je voudrais vous mentionner quelque chose qui, pour moi, n'est pas sans intérêt. C'est qu'en fait, quand on y réfléchit, à mon sens, la complexité du vivant est à peu près constante. Et s'il se passe quelque chose, c'est qu'elle diminue plutôt parce qu'on est en train de toucher à la biodiversité. Enfin, on y touche surtout pour les gros organismes, si vous voulez. Les micro-organismes ne sont pas tellement touchés, mais enfin, en gros, on peut dire que la complexité du vivant doit être grosso modo à peu près constante, ça ne varie pas beaucoup. Mais la complexité sociale, elle, augmente énormément. Parce que si vous commencez à calculer le nombre des interactions entre les individus, interactions physiques ou interactions virtuelles, par l'intermédiaire, bien sûr, de l'Internet, des réseaux sociaux, etc., vous vous rendrez compte que l'un des grands phénomènes de l'époque, c'est effectivement l'augmentation vertigineuse de la complexité des interactions sociales. Et bien entendu, ça peut avoir des conséquences. En tout cas, pour moi, ça met en exergue
la nécessité de bien penser la complexité. Et le système immunitaire, bien entendu, est l'un des moyens d'aborder la question. Voilà. Et maintenant, un mot qui, pour moi, est très significatif. Dans l'histoire des sciences, il y a toujours eu deux manières d'aborder la complexité. La première, c'est de la réduire. La seconde, c'est de se la prendre à bras-le-corps. La réduire, quand vous y réfléchissez, c'est ce qu'a fait la physique pendant des décennies. La physique a réussi, et l'approche réductionniste a été extrêmement puissante et utile, grâce à la réduction des phénomènes à leur plus petite dimension compréhensible et étudiable. Maintenant, ce qui s'est produit dans un certain nombre de disciplines, c'est quelque chose d'autre. C'est qu'avec l'accumulation de la capacité d'accumuler l'accumulation des données, si vous voulez, eh bien, on change d'approche. Dans le climat, plus on a de données, mieux on arrive à modéliser le climat. Donc vous avez des capteurs sur la Terre entière, on en manque d'ailleurs au niveau des océans, etc. Mais plus il y a de capteurs, plus on a de données, etc. Donc la complexité, on se la prend de plein fouet. En biologie, le tournant, il est facile à mesurer parce que c'est en gros l'année 2000, en fait 2001, 2002, 2001, c'est l'année où on a séquencé en totalité le génome humain. Du coup, au lieu d'avoir son petit gène, son petit truc sous la main, comme tous les chercheurs comme moi j'avais, etc., on a toute la lecture du génome. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout du tout, c'est pas le sujet, mais on a une autre manière de poser les questions et d'aborder les choses en disant, tiens, on a la totalité de la séquence, c'est à partir de ça qu'il faut travailler. Donc, deux manières d'aborder la complexité, et ça change. Et du coup, je pense que ce que j'appelle le mouvement de la pensée complexe, qui a des racines philosophiques anciennes, bien entendu, ça démarre d'Aristote, ça continue par Edgar Morin, etc., a pris une dimension scientifique transversale qui me paraît totalement essentielle pour bien comprendre un certain nombre de systèmes. Alors, je continue dans cette voie, et je vous montre juste un exemple d'accumulation de données, ce sont justement les accumulations des séquences d'ADN au cours du temps. Bon. Vous voyez qu'au début, là au-dessus, dans les années 2006, ça décolle réellement, c'est une exponentielle. C'est lié, bien entendu, à des instruments de plus en plus performants, j'en parlerai un peu plus tard d'ailleurs. Et le graphique du dessous dit tout à fait autre chose, mais je n'insiste pas à l'idée de vous le montrer. C'est que vous pouvez voir en dessous, il y a une courbe qui monte très haut et d'autres courbes qui sont plus ou moins en bas. Et la courbe jaune, c'est l'accumulation des séquences d'ADN aux États-Unis, et la courbe rouge, c'est l'accumulation des séquences d'ADN en Chine. Ce qui nous dit quelque chose sur ce qui se passe dans le monde au niveau international, y compris en sciences. On pourra en discuter si vous voulez, je n'en parle pas plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité d'un système ? Alors, je vous ai montré les protéines de la levure, là je vais vous les remontrer d'ailleurs, mais évidemment on peut compter le nombre d'éléments, le nombre de liens, le truc, etc. L'important c'est qu'ils soient relativement différents des uns des autres. Vous prenez un gaz parfait fait de, je sais pas quoi, molécules d'oxygène, le nombre d'Avogadro, ceci, c'est pas complexe. Il y en a beaucoup, mais c'est pas complexe parce que les interactions et les éléments ne sont pas différents. Donc la complexité, ça s'établit à partir de la diversité. C'est une sorte de diversité qui est élevée au carré, si vous voulez, à partir de beaucoup d'éléments divers et beaucoup d'interactions diverses. Donc, vous avez deux mondes de diversité et vous avez la complexité qui arrive. Et alors, je voulais vous mentionner, parce que sur le plan intellectuel, je trouve ça très intéressant, qu'il y a une manière d'aborder la complexité qui est toute récente, qui part de la théorie des contrôles, qui était une théorie d'ingénieurs. Bon. La théorie des contrôles, ça consiste à dire, j'ai un système, combien est-ce que je dois prendre de nœuds, puisqu'il y a des nœuds dans un système, combien je dois contrôler de nœuds pour arriver à le faire évoluer de façon maîtrisée. Donc si je veux faire évoluer le réseau d'électricité français, combien de centrales, de machins je dois activer, maîtriser pour évoluer de l'état A à l'état B, blablabla. Et donc, en réalité, cette théorie des contrôles posait des problèmes mathématiques qui ont été résolus brillamment par les gens en question, là. Et ça donne une mesure de la complexité qui est intéressante parce que ça dit notamment, ça a l'air de dire, c'est
c'est pas prouvé parce que c'est de la modélisation, donc c'est pas prouvé. Mais les systèmes complexes, les systèmes biologiques ont l'air pour l'instant d'être les systèmes les plus complexes de tous. Donc curieusement, j'ai découvert que ma levure, là où mon truc, était plus complexe qu'Internet par ce type d'évaluation. Alors, ça dit quoi? Ça dit, et ça amène là aussi une sorte de notion qu'Edgar Morin a développée, c'est que vous tirez dans un coin et tout part avec. Hein. En gros, on pense que 60, 70, 80% des nœuds sont ce qu'on appelle des nœuds directeurs. Vous tirez dessus, ça entraîne d'autres trucs. Ce qui n'est pas le cas dans les réseaux électriques. Vous voyez, il y en a moins. Et dans Internet, il y en a moins. Donc, ça dit ça que l'intrication des systèmes biologiques est absolument considérable. Et donc, ça a quelques conséquences que je vais maintenant vous montrer. Voilà de nouveau ma levure et maintenant j'aborde une autre notion qui est celle de la modularité. Là-dedans, je ne peux pas bosser, je ne peux rien piger si je ne discerne pas, si je ne décide pas là-dedans qu'il y a des sous-ensembles sur lesquels je veux travailler. Et du coup, il y a une question de pertinence des sous-ensembles. Qu'est-ce qui fait sens? Et qu'est-ce qui fait sens pour une communauté de personnes, une communauté scientifique, une communauté d'enseignants, une communauté de tout ce que vous voulez, pour dire, tiens, ça c'est intéressant, on se met tous à travailler là-dessus, parce que si on est seul à travailler là-dessus, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Si on n'échange pas, finalement, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de capitalisation du savoir, donc ça n'avance pas. Donc, ça pose le problème de la modularité. Alors, la modularité, c'est une des caractéristiques de ces systèmes, et il y en a une deuxième, qui est extrêmement importante pour moi, qui est la notion de robustesse. Alors, la robustesse, c'est la propriété d'un système de continuer à fonctionner en dépit des différents aléas qui peuvent arriver. Ces aléas sont de deux types. Il y en a à l'extérieur, il y en a à l'intérieur. C'est vrai pour les organismes vivants, c'est vrai pour les avions et pour les bagnoles. Un avion, il passe à travers d'un orage, il faut quand même mieux qu'il arrive à passer à travers l'orage. Remarquez que les premiers avions, ils ne passaient pas à travers l'orage, ils se cassaient la gueule. Donc ils sont devenus plus robustes parce qu'on a accumulé des mécanismes qui vous prenez les mécanismes de l'intérieur, même chose dans un avion, vous avez un circuit électrique qui peut cramer. Et ben, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que tous les circuits électriques, ils sont dupliqués, tripliqués, etc. Il y en a un qui crame, c'est pas grave, l'avion continue. À l'heure actuelle, même avec un seul moteur, un avion il rejoint sa base. Donc les avions sont devenus robustes. Les organismes vivants, et je vais finir par arriver au système immunitaire, vous allez voir, les organismes vivants sont robustes parce qu'ils sont effectivement capables de résister à des tonnes d'événements qui pourraient être désastreux à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, point très important, la robustesse, telle que je la définis, c'est pas du tout passif. C'est quelque chose qui est le résultat de l'accumulation d'une série de mécanismes qui observent ce qui ne va pas, qui le corrigent. Et sinon, évidemment, ça se casse la gueule. Bon. Et donc, effectivement, notre organisme humain et d'autres sont bourrés de mécanismes de ce genre, et le système immunitaire, enfin, il est là pour ça. Et donc, le système immunitaire est un des éléments majeurs de la robustesse des organismes vivants d'un certain niveau, comme l'organisme humain. Les erreurs dans les systèmes biologiques, j'adore rappeler ça parce que c'est des données qui datent des années 50, 60, enfin c'est vieux comme la biologie moléculaire et la biochimie. Ils n'arrêtent pas de faire des erreurs. Alors, les erreurs dans l'ADN, on les connaît, et donc les erreurs de réplication, 1 sur 1 milliard. Bon. Les erreurs dans la synthèse des protéines, 1 sur 100 000, c'est énorme. Bon. Effectivement, plus les mécanismes biologiques sont, ont d'étapes et donc sont compliqués, si vous voulez, plus la probabilité d'erreur à chaque étape est élevée, et plus ça se cumule, et plus à la fin il y a l'erreur. Ça va de soi. Bon. Et donc, au total, vous avez des mécanismes des systèmes biologiques qui font des erreurs. Qu'est-ce que c'est que le cancer? Quels que sont les cancers? Ça n'est rien d'autre, j'exagère un peu, que l'accumulation de ces erreurs au cours du temps,
Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? C'est l'accumulation de ces erreurs au cours du temps. Et donc, cette accumulation d'erreurs est en quelque sorte physiologique, si j'ose dire, bien qu'elle débouche sur des phénomènes évidemment pathologiques. Quand est-ce qu'elle débouche sur des phénomènes pathologiques? Elle débouche lorsque les systèmes de détection et de correction des erreurs sont dépassés. Et donc, si vous voulez, il faut bien avoir ça en tête, parce que c'est très important. C'est une sorte de logique des trains qui arrivent à l'heure. Quand le RER E arrive à l'heure, tout le monde s'en fout. Quand il est en retard, tout le monde gueule. Et on a bien raison. Mais on ne se rend pas compte quand même des efforts que fait la SNCF pour qu'il arrive à l'heure. Bon. Donc c'est un peu pareil avec le système immunitaire. Et en gros, si vous voulez, nous faisons certainement, mais c'est très difficile à démontrer, hein, puisqu'on observe on observe ces phénomènes que par le débordement, par les anomalies, mais certainement on fait des dizaines d'infections, de petits cancers, de petits trucs tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Et heureusement, le système immunitaire est là pour ça, donc il contrôle. Donc nous sommes robustes, même si nous n'en avons pas conscience. Alors, mon troisième préliminaire, c'était quand même à propos du coronavirus, parce que, évidemment, on y pense. Hein. Et vous vous rappelez que des virus, il y en a partout. Il y a 1000 particules virales par millilitre d'eau de mer. Incroyable. C'est les gens de Tara qui ont découvert ça, etc. Il y a plus de virus, de particules virales sur Terre et dans la mer que d'étoiles dans l'ensemble de l'univers. Et donc il y a beaucoup de virus. Bon, alors que de temps en temps, il y en a qui sont un peu plus méchants que d'autres. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ne sont méchants que s'ils ont échappé au système immunitaire. Et en fait, quand on regarde un peu de virologie, tous les virus sont en quelque sorte assez différents les uns des autres parce qu'ils ont tous ou presque trouvé un truc pour échapper à un système immunitaire qui sinon les contrôlerait. Et c'est pour ça que c'est difficile de trouver des vaccins. Au début, on croyait que suffit de prendre un antigène, on fait un petit recombinant, enfin voilà, on bidouille, on immunise et ça marche, mais c'est pas vrai parce que il faut arriver à cibler les mécanismes d'échappement pour arriver à faire de bons vaccins. Et c'est la raison pour laquelle on n'a toujours pas réussi à faire un vaccin contre le sida. Hein. On n'y arrive pas pour l'instant. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore complètement pigé tout ce qu'il fallait comme mécanisme, contrôlé comme mécanisme d'échappement pour un virus particulièrement malin qui se débrouille pour attaquer le système immunitaire lui-même, pour arriver, etc. Bon. Alors, il y a maintenant, en plus là-dedans, il faut le dire, il y a beaucoup d'anthropologie. Aujourd'hui, on ne soigne plus une épidémie d'Ebola sans avoir des anthropologues sur place qui regardent comment et travaillent avec les populations pour comprendre comment le vaccin est accepté, acceptable, ceci, cela. Et comme vous l'avez remarqué, en France, au Pays de Pasteur, on a aussi besoin d'anthropologues pour la vaccination, mais c'est un autre sujet. Quelques paramètres de critique en épidémiologie, je passe. Juste un exemple qui est bien documenté, c'est celui de l'épidémie de chikungunya à La Réunion en 2005-2006, oui c'est ça. Et juste vous dire que on a trouvé, et ça c'est très important, et c'est une notion vraiment très importante, qu'il y avait 45 000 personnes qui, en gros c'est une extrapolation, s'étaient déclarées non malades, et qui avaient des anticorps, donc en fait, elles avaient eu le virus, voilà. Mais c'était des porteurs sains. Et ça amène évidemment à la notion très importante de porteurs sains, qui aujourd'hui est mise en exergue par le coronavirus, qui fait que on peut être porteur sain, et d'où un certain nombre de conséquences, évidemment, sur les comportements, sur l'espèce de devoir d'altruisme qui est associé à la vaccination. Je trouve d'ailleurs qu'en matière de vaccination, les pouvoirs publics n'insistent pas suffisamment sur le fait que se vacciner, c'est pas uniquement et de loin se protéger, c'est aider à bloquer la propagation, et que finalement, ceux qui se refusent de se faire vacciner sont des passagers clandestins
qui finalement peuvent contribuer à déclencher des désastres. Je vous invite, et je n'ai pas le temps de le détailler, mais c'est vraiment très intéressant, à analyser la situation de la rougeole en Grande-Bretagne après cet épisode absolument incroyable du ROR, accusé à tort par un falsificateur malfaisant d'être associé à l'autisme, donc d'avoir déclenché une vague de panique totalement injustifiée, qui fait qu'il y a encore et toujours en Grande-Bretagne des foyers de rougeole, et ça recommence, et il y a des gamins qui meurent, etc. Bon. Donc, si vous voulez, un dernier mot là-dessus, enfin 2 mots. Le premier, c'est que franchement, je le dis comme je le pense, aujourd'hui, les mesures qui sont prises en France, et là c'est le pasteurien ou l'ancien pasteurien qui vous parle, me paraissent absolument raisonnables et fondées. Voilà, je pense qu'ils font très bien. Et donc, faut faire avec, hein, mais c'est bien. Voilà, moi, c'est ce que je dis comme pasteurien. L'autre chose que j'ai mentionnée sur cette diapo, qui est assez choquante, c'est les conséquences socio-économiques de certaines décisions de précaution qui font que à Fukushima, en dehors du tsunami, bien entendu, l'accident nucléaire a fait finalement très peu de morts, une demi-douzaine, et le nombre majeur de morts résulte des accidents de voiture et des suicides qui ont suivi l'évacuation. Ça fait réfléchir, c'est choquant, hein, je reconnais, c'est provoquant. Quand je dis ça, mes gamins, ils me sautent dessus en me disant que... Voilà. Mais les mesures de précaution, des coûts, et il faut les voir dans toute leur dimension. Bon, alors ça, c'était les préliminaires. Vous voyez que ça a pris déjà pas mal de temps. Je passe au système immunitaire et je vais aller sur les points que j'estime essentiels. Dans le programme que vous avez, moi, j'ai trouvé que le plus important, ce sont les généralités. Voilà. Et donc, les généralités, elles sont plus ou moins là. Et je vais insister sur quelques-unes d'entre elles en essayant de rester dans les temps. Donc c'est un système très diversifié. Alors ça, c'est pas dans le programme, mais il est différent dans chacun d'entre nous à cause du MHC, du complexe majeur d'histocompatibilité, du HLA, etc. Mais pas au programme. Okay. C'est un système complexe, ça, on peut le reconnaître. Il est plastique et évolutif. Pourquoi? Il évolue au cours du temps. Il n'est pas le même à la naissance. Il n'est pas le même quand on vieillit, bien entendu. Il est très dynamique, et je vais revenir là-dessus. Parce que si vous voulez, dans le corps, il y a quand même en gros 70 milliards de cellules qui crèvent chaque jour. Ce qui veut dire qu'on en renouvelle 70 milliards. Elles ne sont pas toutes dans le système immunitaire, mais ça tourne absolument sans arrêt, ça tourne dans tous les sens. J'y reviens dans un instant. Et c'est un système qui est aussi multifonctionnel, je vais aussi revenir là-dessus. On oublie un peu trop souvent que le système immunitaire intervient beaucoup dans les réparations des blessures, etc. Voilà, c'est pas dans la saga habituelle, mais c'est bien là. Les macrophages essayent à réparer des blessures. Ok. Alors, c'est un système robuste et c'est un système d'assurance vie qui est doté de cette capacité incroyable de faire des choses au hasard en saturant le hasard. C'est le système des anticorps qui sont capables de reconnaître des structures qui ne sont pas encore nées dans la tête des chimistes. C'est assez marrant parce que au hasard, ça finit par couvrir l'espace des formes. C'est assez étonnant, c'est comme ça, vous le savez bien, c'est pas une nouveauté. C'est un système qui est très intraconnecté parce qu'il y a beaucoup de coopération au sein du système immunitaire. Exemple, coopération entre les cellules B et les cellules T, coopération entre les cellules, l'immunité innée et l'immunité adaptative, ça c'est dans le programme. Et c'est un système très interconnecté, très intégré. J'arrive à ça. Donc, c'est une mouche, ça. Voilà, donc c'est un travail de compilation de tout ce qu'on savait sur la mouche en 2011, avec les fonctions maintenant qui sont reliées dans le type de réseau que je vous ai montré. Donc vous voyez que là-dedans, il y a des sous-ensembles qui sont colorés parce qu'on leur attribue des fonctions. Par exemple, réplication de l'ADN de la mouche,
fabrication d'énergie, fabrication de, je sais plus quoi, perméabilité membranée, enfin bon. Donc vous avez les fonctions, vous voyez, c'est coloré, c'est joli, c'est un énorme boulot. Le camarade qui a fait ça a dû tuer une demi-douzaine d'étudiants pendant pas mal de temps, mais bon, le résultat est joli. Et j'utilise ça pour vous montrer que tout est interconnecté. C'est ce que je vous disais au départ sur les interconnexions, tout est interconnecté. Si vous extrayez un sous-ensemble de ça, vous pouvez le faire intellectuellement, c'est une abstraction au sens littéral du terme. Et vous le soustrayez, d'accord, vous travaillez dessus, mais ça n'empêche qu'il est quand même interconnecté. Et donc, si vous voulez, ça vous explique ce que je vais vous dire maintenant, et auquel je tiens beaucoup, c'est qu'il y a une interconnexion, premièrement, entre le système immunitaire tel qu'on le conçoit et qu'on le définit habituellement, et d'autres mécanismes de défense dans l'organisme. Et dans les mécanismes de défense, vous en avez un qui est particulièrement pertinent, ce sont les mécanismes de correction des erreurs de l'ADN. Parce que si on fait des mutations à une fréquence de 10-9, 1 sur 1 milliard, c'est en fait le résultat de 3 mécanismes qui chacun sont précis à 1 sur 1000. Donc 1 sur 1000 par 1 sur 1000 par 1 sur 1000, ça fait 1 sur 1 milliard. Et le système de réplication tout seul, il n'est précis qu'1 sur 1000. La polymérase, un petit bidule qui lui est une sorte de système renifleur, elle renifle par derrière pour vérifier qu'il n'y a pas de faute, et elle corrige encore. Et puis il y a un troisième système qui corrige le tout. Le virus du sida, par exemple, il n'y a rien de tout ça, donc il fait des erreurs à 1 sur 1000, et c'est pour ça qu'il mute comme un fou, et il a trouvé ça comme système pour se défendre du système immunitaire. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais bon. Et donc, je veux vous dire que le fait qu'il y ait une continuité entre tous les mécanismes de défense est important parce que, de mon point de vue, on ne peut pas comprendre les cancers, on ne peut pas bien comprendre les cancers sans faire justement cette continuité, établir cette continuité entre tous les mécanismes qui, les uns après les autres, se font circonvenir par des cellules qui mutent, qui trouvent des moyens, qui tuent, etc., etc. Vous savez qu'en gros, il y a beaucoup de situations différentes, il faut au moins une demi-douzaine de mutations signifiantes, donc pas n'importe où, dans des fonctions particulières, pour déclencher le phénomène tumoral. Et ces mutations se trouvent pour beaucoup dans les systèmes qui, justement, interviennent dans le contrôle de l'ADN. Donc, il y a vraiment une continuité dans tout ce système qui est important d'avoir en vue. C'est pour ça que, finalement, au lieu de système immunitaire, maintenant, j'aime plutôt parler du système de défense naturelle qui inclut le système immunitaire, mais pas que. Bien entendu, ça n'est pas du tout au programme, je le précise. Bon. Alors, ça explique autre chose. C'est qu'il n'y a pas à s'étonner de trouver autant d'interconnexions entre les différentes fonctions chez l'homme. Ça a paru surprenant parce que dans notre perception du système immunitaire, c'était un objet justement un peu clos, qui avait une fonction définie. Et là encore, si on fait l'histoire, on verra bien entendu que le système immunitaire est né d'abord de la défense contre les maladies infectieuses, conceptuellement, c'est de là que c'est parti. Vous avez Pasteur, vous avez Koch, vous avez Metchnikov, blablabla. Et vous avez ensuite, on a découvert des choses bizarres. Je veux dire une chose bizarre. Il y a une dizaine d'années, tout le monde était surpris de trouver une connexion entre le système immunitaire et la chronobiologie. Ça n'a rien d'étonnant. Quand on dort, il se passe quelque chose. Les horloges biologiques, évidemment, il se passe quelque chose. Pourquoi voulez-vous que le système immunitaire soit déconnecté de la chronobiologie ? 1, il fonctionne sans arrêt. 2, il fonctionne jour et nuit. Bon, il est suractivé en cas de pépin, mais il fonctionne jour et nuit. Bon. Deuxièmement, il est évidemment la nuit, par exemple, le métabolisme n'est pas le même. Bon, il a besoin d'énergie, le système immunitaire. Donc, évidemment, il est lié au métabolisme. Et aujourd'hui, on trouve plein de liaisons avec le métabolisme et même de mécanismes de défense immunitaire liés au métabolisme.
ça pose des questions assez étranges d'ailleurs qu'on n'avait pas anticipées, comme connexion entre le système immunitaire et l'anorexie. Enfin, ça amène à se poser des questions. Ça ouvre un peu le cerveau, si vous voulez. Et donc, dans toutes ces connexions-là que j'ai notées ici, il ne faut finalement pas s'étonner. Or, il y en a qui sont un petit peu étonnantes. Système immunitaire et système nerveux, évidemment, il y a des connexions. Évidemment, les ganglions sont innervés. Évidemment, il y a des nerfs qui partent et qui relaient des choses, et de l'interleukine 6 qui arrive dans les ganglions, qui influe sur le système immunitaire. Donc évidemment, il y a un lien entre le stress et le système immunitaire qui est de mieux en mieux documenté, etc., etc. Alors évidemment, le dernier en date, c'est le microbiote, le fameux microbiote. Alors le microbiote, à mon avis, on en fait un peu trop, mais c'est vrai que c'est passionnant, le microbiote. Le microbiote est relié d'une certaine manière à l'inflammation, l'état d'inflammation qui est une notion un peu vague. Bon, mais donc il est relié effectivement au système immunitaire et on trouve effectivement sans arrêt avec le microbiote des choses nouvelles, des corrélations, etc. La dernière que j'ai repérée qui m'a surprise, parce que c'est toujours, comment dire, plaisant d'avoir ce type de surprise, mais c'est curieux, c'est qu'en fait, le microbiote du bébé est, par les voies naturelles, est provoqué par le microbiote de la mère. Et donc, on a trouvé que, semble-t-il, par césarienne, les bébés n'ont pas le même microbiote. Qu'est-ce que ça va donner? Enfin, qu'est-ce que ça donne? On n'avait pas regardé jusqu'à présent. Voilà. Donc le message ici, si vous voulez, est très simple, c'est que ce système de défense naturelle et le système immunitaire en particulier sont évidemment interconnectés à beaucoup d'autres fonctions et qu'il faut garder l'esprit ouvert. Voilà, c'est tout. Donc il faut garder l'esprit ouvert. D'un autre côté, il faut être prudent. Encore une fois, je trouve que sur le microbiote, on en fait un peu trop. On trouve des corrélations. Oui, ok, mais la causalité des corrélations n'est pas toujours évidente, c'est le moins qu'on puisse dire, donc il faut être prudent. Vous rappelez que le système immunitaire est très très dynamique, et je le dis de deux manières. D'abord, il y a des cellules circulantes par milliards, hein, ça bouge sans arrêt. Du coup, quand on essaie de penser la vaccination, on injecte un antigène là. Quand on commence à calculer les probabilités pour qu'un lymphocyte, qui est le bon truc, arrive au bon moment et qu'ensuite il y ait coopération, etc., évidemment, ça prend du temps. Évidemment, l'immunité adaptative prend du temps. Évidemment, on peut même pratiquement calculer ce temps parce que ça circule sans arrêt, et donc il y a un système qui est en partie fondé sur le hasard. C'est un système qui est dynamique dans tous les sens du terme, parce que si on va à un niveau plus microscopique, en quelque sorte, et qu'on regarde, par exemple, une cellule dendritique, pas au programme, d'accord, mais une cellule dendritique, comme vous savez, comme son nom l'indique, ça a des dendrites. Quand on la regarde sous le microscope à 2 photons, quand elle n'est pas immobilisée, on voit que ça pousse des dendrites, ça truc, etc., ça pique, ça va dans tous les sens. Bon. Et en fait, ça bouffe aussi du liquide, hein. Ça ingère 3 fois son volume en 1 heure, je ne sais plus exactement, mais c'est bon. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'échantillonnage statistique. Et de la même manière, et ça n'est pas au programme non plus, mais c'est important à connaître, la manière dont le complexe majeur d'histocompatibilité présente des peptides à l'extérieur de la cellule est une véritable merveille, c'est une innovation absolument extraordinaire. Comment est-ce que vous pouvez repérer de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur? Bonne question, sans rentrer dedans. La solution qui a été trouvée, c'est de prendre les produits de dégradation des protéines, puis de les montrer à la surface un petit moment. Et puis comme ça, on arrive à en montrer plusieurs milliers, dizaines de milliers. Puis ça change tout le temps. Et puis ça finit par faire une représentation statistique de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, à telle enseigne que des cellules tueuses peuvent finalement détecter des cellules tumorales et les zigouiller grâce à ce mécanisme. Donc, si vous voulez, cette notion d'échantillonnage statistique, qui n'est pas au programme, est tout à fait intéressante. Je vais vous parler très rapidement des applications médicales.
Alors là, on peut rentrer quand même un peu plus dans le système immunitaire en tant que tel, et notamment à propos des cancers. Alors, les cancers, d'abord, sont des dizaines de maladies, des maladies progressives, et tout ça, je vous l'ai décrit, et je vous décris simplement les deux voies qui aujourd'hui, et depuis 10 ans environ, ont provoqué un progrès, mais absolument majeur, dans l'immunothérapie des cancers, qui était je sais pas, moi j'ai bossé là-dessus 40 ans sans rien trouver, quoi. C'est vraiment, c'était la bouteille à l'encre, etc. Et finalement, on commence à comprendre, et surtout on commence à maîtriser. La première thérapie, c'est la plus difficile, la moins répandue aujourd'hui, mais elle a un avenir probable. Elle est très utilisée aux États-Unis, et c'est une thérapie autologue qui consiste à prendre une prise de sang de l'individu, isoler des cellules tueuses qui sont capables de tuer, quoi. Donc c'est des CTL, voilà, et de bricoler par génie génétique un anticorps chimérique, c'est pour ça que ça s'appelle Chimeric Antigen Receptor, qui va reconnaître la cellule tumorale en court-circuitant tout le reste. Donc elle y va direct. Bon, elle y va direct et elle tue. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'en réalité, ce qu'on a trouvé, la raison pour laquelle le système immunitaire n'arrive pas à détruire les tumeurs dans la plupart des cas, c'est que la tumeur, pas bête, arrive à sécréter ou faire sécréter par son environnement des produits qui éloignent les cellules tueuses. Donc la raison pour laquelle, pendant des décennies, on n'a pas réussi à normaliser des traitements contre le cancer, la raison, il y a beaucoup de raisons, mais l'une des raisons principales, c'est que l'environnement tumoral bloque les cellules tueuses qui détruisent la tumeur. Donc la tumeur, elle se défend, hein, c'est un système darwinien à l'intérieur d'un système darwinien, c'est un truc qui suit, entre guillemets, son intérêt propre, si vous voulez, qui développe des moyens, qui échappent au contrôle. Et du coup, vous pouviez très bien voir, et on n'y pille rien, dans un organisme, alors la plupart de ces choses ont été faites chez la souris, bien entendu, on pouvait très bien avoir des cellules tueuses spécifiques de la tumeur qu'on arrivait à sortir, à faire marcher, etc., et qui ne tuaient pas la tumeur. Alors, ça n'allait pas. On arrivait même à faire un truc qui était très frappant, c'est que de la tumeur, on sortait une cellule tumorale, on la cultivait, on faisait une tumeur in vitro, puis on avait une souris qui avait d'un côté la tumeur originelle et de l'autre la tumeur greffée. Formidable. La tumeur greffée, nettoyée en quelques jours, et l'autre, rien. Et c'était uniquement, encore une fois, la raison est que l'environnement de la tumeur était construit, élaboré, de telle sorte que ça éloigne les cellules tumorales. Donc, court-circuiter tout le bazar et aller droit au fait, ça, c'est avéré être une solution. Et donc, c'est ce que donnent ces CAR T-cells, qui sont donc, c'est un procédé qui est très développé aux États-Unis, encore une fois, mais qui l'est en France maintenant, à Gustave Roussy ailleurs, et qui est particulièrement important dans les cancers du sang, avec des résultats vraiment spectaculaires, notamment chez l'enfant. Et c'est une thérapie qui malheureusement est difficile parce que il faut prendre les cellules autologues, c'est-à-dire il faut prendre vos propres cellules, les cellules de l'individu, les bricoler, etc. Ça coûte cher. C'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant parce qu'elles poussent toutes seules après. Tandis qu'avant, il fallait en faire pousser in vitro des milliards avant de réinfuser dans le malade, et ça, c'était encore pire. Donc aujourd'hui, ces CAR T-cells suscitent non seulement beaucoup d'espoir, c'est vraiment quelque chose, mais pour arriver à les développer, il faudrait passer les barrières de l'histocompatibilité et trouver des sortes de cellules universelles. Et il y a des gens qui bossent là-dessus, et il y a peut-être des embryons de début de quelque chose, je n'en sais trop rien, mais ça vous donne la voie de ce qui se passe et de ce qu'on peut espérer qui va se passer. Alors, la deuxième, ce sont les anticorps monoclonaux qui sont alors là vraiment une percée décisive, absolument décisive.
Cette percée décisive, c'est qui revient justement à expliciter sur le plan moléculaire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on inhibe les cellules qui devraient normalement tuer la tumeur. Bon. En fait, en biologie moléculaire, comme chacun sait, il y a des molécules partout et il y a des récepteurs, et il y a des récepteurs dénigrants. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'en bloquant les récepteurs inhibiteurs qui provoquaient l'inhibition, on lève l'inhibition et du coup ça marche. En gros, voilà. Hein. Évidemment, à travailler beaucoup plus, j'ai le plaisir de noter que le premier, ou l'un des tout premiers de ces récepteurs inhibiteurs a été trouvé en France par un ami qui s'appelle Pierre Goldstein, c'était à la 4, et qu'un autre qui est particulièrement important s'appelle PD1, et PD1 a été découvert et travaillé par un nommé Honjo, qui est le prix Nobel, un japonais qui est le prix Nobel récemment pour cela. Donc c'est vraiment une voie qui aujourd'hui ouvre d'énormes perspectives, des résultats très spectaculaires dans un certain nombre de cancers, le mélanome par exemple et d'autres. Et en plus, si vous voulez, cette voie, c'est une voie qui ouvre la voie des combinaisons également, parce que on peut combiner plusieurs anticorps monoclonaux de façon à les rendre plus spécifiques, plus efficaces, etc. Et vous dire que les anticorps monoclonaux en question sont tous aujourd'hui, ils sont retravaillés. Hein. Ce n'est pas les anticorps monoclonaux qu'on sort directement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moyens de les bricoler pour augmenter le temps de vie dans l'organisme, les rendre plus spécifiques. Voilà, il y a toute une ingénierie de cela. Ce qui veut dire, par exemple, que dans l'industrie pharmaceutique, vous avez des centaines d'ingénieurs en rang en train de travailler les spécificités des anticorps monoclonaux qui, by the way, sont ainsi tous des OGM, et j'en dirai un petit mot dans un instant. Bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment une piste qui est tout à fait remarquable, qui se développe aujourd'hui et qui offre vraiment des solutions thérapeutiques très, très, très importantes et prometteuses. Un mot des biomarqueurs, parce que c'est un autre aspect de la complexité. L'idée des biomarqueurs, c'est d'extraire à partir d'un petit échantillon le maximum d'informations signifiantes sur un état de santé. Beaucoup de ces biomarqueurs sont immunitaires, c'est pour ça que j'en parle un peu à propos du système immunitaire, mais il n'y a pas que. Bon. Et encore une fois, les limites du système immunitaire sont floues. Les biomarqueurs, si vous voulez, l'idée, les échantillons, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est tout. Hein. C'est une prise de sang qui peut être au doigt. C'est donc, vous savez, vous connaissez ça, hein, les diabétiques font ça, on sent rien, il y a une prise. Bon. Ça a été suffisamment miniaturisé pour qu'on arrive à tirer de ça énormément d'informations. C'est alors évidemment une biopsie dans certains cas, mais aujourd'hui c'est aussi la salive, c'est des bouts de microbiote. Le microbiote, il n'est pas seulement intestinal, hein, il est vaginal, il est pulmonaire, il y en a partout. Sont même les odeurs, puisque maintenant on demande à des chiens d'essayer de les éduquer à percevoir des molécules volatiles. Bon. Alors là-dedans, il y a ce qui est un peu le folklore et ce qui est vraiment très, très sérieux. Mais le principe général que je rappelle, c'est que l'idée, c'est de trouver ce qu'on appelle aujourd'hui des signatures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une notion qui est associée à la complexité. Cette notion associée à la complexité, c'est que à partir d'un certain nombre de paramètres, il se peut qu'il y en ait une douzaine qui, rassemblés, veulent dire quelque chose, signalent quelque chose, mais ce n'est pas forcément univoque. C'est-à-dire que pour signaler, disons, un cancer de la prostate, par exemple, chez un individu, ça va être 12 paramètres ici, et chez un autre, ça va être 10 paramètres d'un autre type. Donc, si vous voulez, c'est un tableau qui se dégage d'un système complexe en fonction des connaissances que l'on a. Donc, je voulais juste vous mentionner que cet aspect des biomarqueurs se développe. Il se développe d'autant mieux aujourd'hui qu'on arrive à faire quelques exploits techniques
comme d'isoler une seule cellule fœtale dans le sang de la mère, et à partir de quoi, bien entendu, on arrive à pratiquer des analyses sur l'état du futur fœtus. Alors ça m'amène à parler rapidement des technologies avancées, parce que j'ai toujours pensé, enfin pour moi, c'est toujours un moyen de se projeter un peu dans l'avenir. Évidemment, personne n'est Madame Soleil, hein. Se projeter dans l'avenir, c'est toujours hasardeux. Mais c'est vrai que quand on voit une technologie se développer, on peut dire il va se passer quelque chose. Quand on a vu se développer les technologies de séquençage de l'ADN, c'était clair qu'il allait se passer des choses, si vous voulez, et qu'on pouvait projeter un certain nombre de choses. Donc je me suis permis de vous en rappeler un certain nombre très rapidement. Il y a le séquençage, il y a les structures de protéines, et maintenant avec la cryo-microscopie électronique qui commence à donner des résultats vraiment absolument incroyables sur les complexes protéiques. L'imagerie a pris énormément d'importance. Évidemment, les raccourcissements des temps d'acquisition. J'ai un de mes anciens collaborateurs qui développe un truc qui fait de la PCR, vous savez, des techniques d'amplification. Il m'a dit l'autre jour qu'il arrivait à faire ça en 7 minutes. Et donc, il dit, bientôt, ce sera chez le généraliste, quoi. Hein, pourquoi pas? Petite prise de temps, touc. Voilà. Donc, si vous voulez, toutes ces techniques évoluent. Et je remarque simplement que tout ça est lié généralement à l'acquisition massive de données en parallèle, qui pose des tonnes de problèmes. Tout ça est lié, y compris des problèmes d'énergie. Hein. Comme vous savez, le stockage des données Internet pose aujourd'hui des problèmes énergétiques incroyables. Des problèmes d'analyse de données, des problèmes de commercialisation, de protection des données. Mais sachez qu'en matière, par exemple, de séquences d'ADN, pour faire les analyses, les meilleurs mathématiciens du monde n'ont pas encore trouvé des solutions pour tous les algorithmes. Hein. Il y a vraiment des champs de l'algorithmique et des mathématiques qui se développent pour gérer ces questions-là. Une caractéristique générale aussi qui est importante, c'est que plus on creuse, plus on diversifie. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et donc, plus on fait de séquences d'ADN, plus on trouve de différences. Vous prenez une bactérie, une bête bactérie, enfin pas bête, ça s'appelle Helicobacter pylori, qui crée plus ou moins, qui est associé aux ulcères d'estomac et cancer d'estomac. On s'est mis à séquencer Helicobacter pylori. Maintenant, il y a 2000, 3000, je ne sais pas combien de milliers d'espèces d'Helicobacter pylori. Bon. Vous faites ça avec le pneumocoque, etc., vous trouvez ça partout. Donc, avec les virus, c'est pareil. Donc, si vous voulez, plus on creuse, plus on analyse, plus ça diversifie. Et j'en tire simplement la conclusion qu'on va de plus en plus et nécessairement vers la médecine personnalisée. C'est déjà plus ou moins le cas. Les techniques actuelles ont fait exploser la typologie des cancers. Hein. Ce qu'on appelait le cancer de je ne sais pas quoi, souvent il y en a plusieurs types maintenant, d'après les séquences de la tumeur qui que. Donc tout ça évolue, mais tout ça évolue dans le sens de la personnalisation. Il y a évidemment des capacités accrues de manipulation du vivant. Aujourd'hui, tout ce qui est issu des biotechnologies ou presque, ce sont des OGM. Les anticorps monoclonaux thérapeutiques dont je vous ai parlé sont tous des OGM. Ils ont tous été bricolés pour être reproduits ensuite dans des containers par des cellules, voilà, dans des conditions pharmaceutiques, bien entendu, mais ce sont tous des OGM. Les implants cellulaires, ce sont des OGM. Tout ça sont des OGM. On va aussi vers un autre truc, ce sont les implants dits intelligents, c'est-à-dire les implants de machine avec des systèmes qui détectent votre taux d'insuline, etc. Alors, dans tout ça, à souligner le rôle absolument majeur, mais alors absolument partout, de ce qu'on appelle la bioinformatique. C'est un mauvais terme. C'est l'informatique associée à la biologie, il y en a dans tous les sens. Absolument dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est satisfaisant que les programmes fassent appel pas mal à l'informatique, peut-être même pas suffisamment, mais enfin c'est un autre sujet.
En tout cas, l'intelligence, juste une expérience, si vous voulez, aujourd'hui dans les labos de recherche, moi quand j'étais au labo, on passait 95% du temps à la paillasse et la moitié de la nuit. Bon. Aujourd'hui, vous allez dans les labos, les gens passent plus de la moitié de leur temps à l'ordinateur pour collecter des données, les interpréter, les calculer, etc. On change complètement de mode de vie avec ça. Les startups en biotechnologie, l'un de mes collègues m'a dit récemment, bah tiens, aujourd'hui, plus de la moitié, c'est du digital. Pour les biotechnologies, pour le biomédical. Pourquoi? C'est des nouveaux algorithmes de diagnostic, c'est voilà, donc l'imagerie, tout ça, la robotique, très très important. Juste pour vous dire que effectivement, se projeter, mais vous le savez bien, donc j'enfonce des portes ouvertes, mais se projeter dans l'informatique, c'est aussi définir une quantité de nouveaux métiers pour demain. Et ils se développent, très clairement. J'en arrive à la conclusion, et mes conclusions ne vont pas vous surprendre. En fait, elles sont un peu absurdes devant vous, mais bon, c'est comme ça. La première, c'est qu'il y a de l'éthique partout. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je pense qu'il faut être extrêmement sensible. Jamais, je pense, les discussions éthiques ne devront être aussi proches de l'enseignement d'une part, et bien entendu de ce que font les scientifiques, de ce que fait la recherche et tout ça. Donc c'est un vrai sujet. C'est pas un sujet, encore une fois, il y a une vingtaine d'années, on en parlait un peu comme ça, il y avait de l'éthique médicale, etc. C'est un vrai sujet qui va de la protection des données, des questions de la diversification. La diversification, c'est bien gentil, je vous ai dit que c'est totalement inéluctable, et ça pose des problèmes d'éthique, parce qu'il faut la reconnaître et l'accepter, la diversification, hein, et c'est pas évident. Nous sommes dans un pays où les statistiques ethniques sont plus ou moins interdites, ce qui, à mon avis, bloque malheureusement pas mal de sujets de recherche, mais enfin, c'est comme ça. Mais la diversification, ben, c'est tout ce que nous connaissons, hein, avec toutes les critiques que l'on peut formuler stupidement, de type raciste, ethno, machin chose, etc. Vous avez l'éthique de la manipulation du vivant. Et là-dessus, je vous livre mon opinion, mais vous n'êtes pas forcé de la prendre. Je pense qu'on ferait mieux de se concentrer sur d'autres problèmes que les OGM végétaux, qui ne posent aucun problème pour moi, je le dis. L'éthique de la complexité, c'est important, parce que l'éthique de la complexité, pour moi, c'est également l'éthique des fake news. C'est plus ou moins en voulant mettre en exergue un petit segment d'un problème complexe, si vous voulez, un détail, que l'on arrive à faire gober des fake news et du complotisme, et ça marche généralement tout le temps comme ça. Ce n'est pas le seul élément, mais je dis simplement que si l'on s'engage dans la pensée complexe, il y a une sorte de responsabilité éthique à faire attention à ne pas s'égarer dans les dédales de la complexité. Et les fake news, bien entendu, c'est une catastrophe, et c'est une catastrophe démocratique. Et ça mérite évidemment toute notre attention. Et puis donc, mes deux dernières remarques sont vraiment stupides. Il n'a jamais été aussi important d'apprendre, mais il n'a jamais été aussi important aussi d'apprendre à apprendre, parce que tout va tellement vite que faut apprendre à se recycler soi-même, quoi. Voilà, je vous remercie.